c'est l'heure du bilan. Du coup, petit disclaimer, pour commencer, la deuxième partie de vidéo, je vais beaucoup discuter. Enfin, déjà, je parle beaucoup de base, mais la première partie va être un petit peu dédiée à mes lectures de 2025. Donc on va reparler de celles qui m'ont marqué, faire vraiment un bilan en bonne et due forme. Et par contre, la deuxième partie, je vais peut-être faire plutôt un retour personnel sur ce que j'ai compris de mes choix en 2025 et comment j'envisage 2026 et les choix que j'ai envie de faire. On a un invité surprise. Et du coup, je sais que pour beaucoup, c'est pas très intéressant parce que bon, je blablate, je vais beaucoup parler de ma vie, de mes ressentis. Et du coup, si ça vous intéresse pas, vous pourrez sauter cette partie. Je vais vous faire un petit sommaire. Si vous êtes là que pour les lectures, il y a possibilité de m'entendre parler que de lecture, c'est pas un souci. Et on va démarrer tout de suite avec l'explication de comment j'ai envisagé ce bilan 2025. Du coup, j'ai réfléchi, ça m'arrive. J'ai réfléchi, je me suis posé la question, est-ce que je fais un truc un petit peu genre un book tag? J'en ai vu passer sur plusieurs vidéos où c'est une manière un petit peu détournée de faire un bilan avec des réponses à des questions, ce genre de choses. Ou est-ce que je fais quelque chose de... Ça c'est mon meuble. Non. Tu veux dire bonjour? Attends, tu veux dire bonjour? Il prend pas bien la lumière, il prend trop bien la lumière. Allez. Et du coup, je sais même plus où j'en étais. Oui, du coup, j'aurais pu du coup décider de faire quelque chose un peu plus scolaire, donc vraiment top, flop, les 1 étoile, les 5 étoiles. Et en fait, en faisant cette liste-là, je me suis rendu compte qu'il y a des lectures qui m'ont marqué cette année, qui sont pas forcément dans les 1 étoile ou les 5 étoiles, ou alors j'ai pas forcément envie de parler de toutes ces lectures-là. Il y a des lectures qui ont vraiment eu un impact, qu'il soit négatif ou positif, et du coup je me suis dit pourquoi pas m'affranchir en fait de ces notations qui sont en plus assez arbitraires parce qu'on les fait sur le moment, et moi je reviens jamais sur mes notations alors que je pourrais, et en fait en fin d'année c'est là où je trouve que la vérité ressort, dans le sens où les lectures qui m'ont marqué, je vais m'en souvenir très facilement. Les lectures qui m'ont pas marqué, que je considère comme oubliables, sans que ce soit un mal, hein. C'est pas forcément... ça veut pas dire que c'est médiocre, ça veut juste dire que ça m'a... Eh, t'as décidé d'être relou, hein. Il est là. Il m'énerve. Yuzu, sors de là. Ah. Ça c'est non. Ma plante me fatigue. Ah, c'est pas la plante. J'ai récupéré la PS4 de ma sœur et du coup là il fait son inspection. Faut savoir que la PS4 ça fait 1 semaine qu'elle est à la maison, hein, mais je sais plus ce que je disais du tout. Et du coup j'ai repris les choses très scolairement, donc j'ai pris la liste de mes livres, j'ai regardé les tops, les flops, donc mes 5 étoiles, mes 1 étoile, et en fait en faisant cette liste là je me suis rendu compte que tous les livres sont pas forcément des livres dont j'ai envie de parler, dans le sens où c'est pas forcément les lectures qui m'ont marqué le plus cette année. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de vous parler de ces lectures-là, celles qui m'ont marqué, et plutôt de faire voilà, une rétrospective de cette manière. Et je parle des lectures qui m'ont marqué aussi bien en bien qu'en mal. Et en fait, voilà, je pense que ça va être peut-être plus intéressant parce que si j'avais pas mes outils statistiques, la question c'est, voilà, je fais une rétrospective sur mon année, si j'ai pas ces outils statistiques de mesure, de tracking, etc., quelles sont les lectures qui ressortent pour moi, et du coup voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les lectures qui m'ont marqué en mal. Volontairement, je vais pas vous parler de romantasy pourries que j'ai pu lire parce que, comment vous dire, 90% des romantasy sont pas géniales, déjà pour commencer, donc je vais plutôt prendre l'inverse et vous parler des romantasy que j'ai bien aimées. Mais ouais, je vais pas vous parler de ça, pourtant c'est celles qui correspondent le plus à mes pires notes de l'année. Mais bon, j'en ai déjà parlé de beaucoup dans mes vidéos de tier list romantasy, donc j'estime qu'on va s'arrêter là.
Donc on va bien évidemment commencer cette section par Qui a peur des vieilles de Marie Charelle. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans une de mes vidéos, donc je vais pas recommencer. Vous pourrez trouver je vous ferai des petits liens pour que vous puissiez retrouver si vous avez besoin. Et je vais pas rentrer dans le détail. Ça a juste été un essai que j'ai trouvé très mal fait, dans le sens où c'était pas sourcé. C'était très c'était très resserré, il n'y avait pas d'élargissement, il n'y avait pas de réflexion. De toute façon, je comprends toujours pas pourquoi c'est une journaliste économique qui s'est dit que c'était intéressant de faire un livre socio. C'est une science, la sociologie. Enfin, je veux dire, on s'invente pas sociologue comme ça. Donc ça m'a vraiment mise beaucoup en colère. Et du coup, ce livre-là, vraiment, il m'a marqué en très 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 mal. Et je le conseille vraiment à personne. Voilà, ça c'était... Je pense que si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, vous pouviez pas imaginer une partie, les livres qui m'ont marqué en mal sans ce titre. Ensuite, je vais aussi parler de Vertèbre de Morgane Cossarieux. C'est un livre, je crois que c'est une énorme déception parce que j'attendais beaucoup de l'horreur francophone. J'attendais beaucoup de Morgane Cossarieux, qui est une autrice qui m'intriguait. Je l'avais jamais lu, mais son univers m'intriguait. Elle a une certaine prestance, on va dire, et du coup, il y avait des choses qui me... Voilà, ça me donnait envie. Et en fait, en lisant Vertèbre, j'étais vachement déçue. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. La réécriture d'un mythe urbain qui est bien connu. Le fait que ça se passe dans un petit village des Landes, un village touristique en morte saison. Donc ça, c'était aussi un aspect que j'ai trouvé ça... il y avait du potentiel, on va dire, mais j'ai détesté la manière d'écrire, j'ai détesté le fait qu'elle utilise les agressions sexuelles comme un... Je sais pas, pour moi c'était pas nécessaire, qu'elle utilise aussi des troubles mentaux qui sont... c'était un ramassis de choses que je ne supporte plus en fait dans mes lectures. J'ai détesté qu'elle utilise les agressions sexuelles parce que ça c'est un truc qui me met énormément en colère en 2025 et maintenant 2026. C'est qu'on se serve en fait dans le registre de l'horreur des agressions sexuelles et des violences sexuelles et sexistes comme... je sais pas, on considère que... Du coup, en fait, ce qu'on dit quand on fait ça, c'est qu'on considère que c'est de l'horreur. Et oui, ça peut... ça l'est pour certaines personnes qui le vivent. Ça l'est pour... ça peut être cathartique, du coup, d'en parler, de se réapproprier ces événements en les mettant dans un récit. Mais le truc qui m'énerve, c'est qu'en fait, il y a du coup un espèce d'imaginaire qui se forme, dans le sens où tous les agresseurs sont des monstres ou des gens qui sont pas bien dans leur tête, etc. Alors que la réalité, c'est que les agresseurs se cachent parmi nous, dans le sens où en fait, il y a une espèce d'impunité qui fait qu'ils agressent et ils ont même pas besoin d'être des monstres pour ça. Ça peut être votre frère, ça peut être votre cousin, ça peut être votre meilleur ami qui ferait jamais de mal à une mouche, ça peut être n'importe qui. Et du coup, c'est le récit de mettre ces agressions dans les mains de monstres fictifs, ça m'énerve. Parce que du coup, dans la tête des gens, il n'y a que des monstres qui peuvent faire ça, alors que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête du coup d'utiliser, d'instrumentaliser les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de l'horreur. Voilà, ça c'est my two cents. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est très ok. Encore une fois, je le dis, je pense que c'est différent pour moi quand il s'agit de quelque chose de cathartique, mais là c'était pas le cas. Enfin, ça me semblait pas être le cas en tout cas. Et du coup, voilà. Là, je pense que je vais pas me faire d'amis. Alors, je dirais pas que c'est au niveau des deux précédents, parce que les deux précédents m'ont vraiment... je les ai détestés. Mais j'ai quand même été vachement déçue des Oiseaux du Temps, d'Amal El-Motar et Max Glaxton, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je m'attendais à quelque chose d'incroyable et je pense que j'avais trop d'attentes pour le livre et du coup, ça m'a déçue. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de différences entre les deux voix qui nous étaient racontées. Il y avait des différences dans le sens où on nous parlait de différences biologiques, morphologiques, ce genre de choses. Mais moi, j'avais l'impression de lire la même personne. Et j'ai pas compris l'escalade de la relation. J'ai rien compris. Enfin, c'est pas que j'ai rien compris. Ça m'a pas accroché. J'ai eu l'impression... Je pense que si je l'avais lu plus jeune, j'aurais adoré, mais là ça l'a pas fait pour moi et du coup c'était un petit peu dommage parce que je sais que
énormément de gens l'ont adoré. J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup à dire c'était pas si ouf. Et du coup, bon, c'est mon point de vue un peu controversé sur ce titre. J'ai pas grand chose de plus à dire. Je l'ai pas mal noté, je crois que je l'ai mis 2,5. Donc, alors, bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus le pire du pire, quoi. Mais ouais, j'avais été assez déçue, je pense que j'avais trop d'attentes. Grosse déception aussi sur les deux séquelles. Non, c'est des préquels. Les deux préquels d'Hunger Games. Du coup, il y avait la balade de l'oiseau et du serpent et de l'oiseau moqueur et lever de soleil sur la moisson. J'ai adoré les Hunger Games, je les ai vraiment dévorés. Je me souviens à l'époque, j'ai mis toutes mes économies dedans parce que c'était 20 € le brochet, j'avais pas les sous, mais j'avais fait ça quand même. Je les ai dévorés plusieurs fois. J'ai regardé les films au ciné avec les copines, quand ils passaient à la télé, ce genre de choses. Enfin bref, voilà. Hunger Games, ça a vraiment été un gros truc qui, pour moi en plus, et pour tout le monde d'ailleurs, a marqué le tournant des dystopies young adultes au moment où c'est sorti. On n'a quasiment pas pu faire mieux, enfin très peu de gens qui peuvent vous donner un titre meilleur qu'Hunger Games à ce niveau-là. Et en fait, je pensais pouvoir renouer avec cet univers, avec ces deux titres. Et j'ai été très déçue. Je sais pas si c'est parce que j'ai oublié comment c'était écrit à la base, mais en tout cas, là, la plume m'a paru très faible. J'ai trouvé qu'il y avait plus... Alors, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'intérêt dans la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, mais ça allait pas assez loin. Je pense que ça aurait pu être encore plus controversé. Il y avait du potentiel, mais l'essai était pas... Voilà, ça allait pas jusqu'au bout, et ça c'était un peu dommage. Par contre, lever de soleil sur la moisson, lui, je l'ai trouvé inutile au possible, et pour moi, c'est du fanservice. Voilà, donc je vais vraiment pas me faire d'amis avec cette vidéo. Mais pour moi, c'est du fanservice, et je pense qu'elle aurait pu, si elle a envie de continuer cet univers qui est très intéressant, il y a 1000 trucs beaucoup plus chouettes à décortiquer que le passif d'Haymitch qui est juste une redite du premier Hunger Games en fait. Dernière lecture négative, on va dire, qui va peut-être m'attirer des foudres, mais bon, c'est pas grave. C'est Encabané de Gabrielle Filto-Shiba. C'est une autrice qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment dans les cercles un peu féministes. C'est du nature writing, comme on dit, donc de l'écriture du retour aux sources, à la nature, etc. Et Encabané, c'est le premier opus d'un triptyque, et donc j'ai lu le triptyque. Je pourrais vous parler de chaque titre tellement ils m'ont tous énervé, mais Encabané m'a vraiment particulièrement énervé. Je l'ai trouvé très nul, et je comprends pas pourquoi il apparaît dans des sélections féministes, parce qu'il l'est pas. Enfin vraiment, pour moi il l'est pas. C'est l'histoire d'une nana qui a une situation personnelle très confortable, professionnelle très confortable, et qui décide qu'elle en a marre, elle va tout plaquer et aller s'acheter une baraque, une cabane au fin fond du Kamouraska, qui est en fait une région très sauvage du Québec. Il y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, et quand l'hiver frappe, vous êtes coincé dans votre cabane avec 2 mètres de neige autour de vous, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas d'eau, enfin bref, c'est l'enfer. Et du coup, elle va raconter ce récit-là de comment elle essaye de s'en sortir, de comment elle a peur pour sa vie, et elle va revenir un peu sur les raisons qui l'ont poussée à chercher cette solitude. Et pour moi, c'était vraiment du blabla de personnes privilégiées, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à entendre ça. Et en fait, c'est surtout, moi, ce qui m'a vraiment énormément gênée, et là, je suis désolée, ça va être un gros spoiler, parce que le livre est sur 100 pages, donc en fait, je vous raconte ce qui se passe très rapidement. Elle est obnubilée par le fait de vouloir un mec, dans le sens où elle aimerait bien qu'il lui tienne chaud, elle a envie de niquer, et elle est obnubilée par ça. Et un jour, il y en a un qui se pointe. Et en fait, comme par hasard, c'est un mec qui a des... comment dire, c'est un fugitif ou je sais pas quoi, enfin bref. Et je me suis dit, à quel moment on décide qu'un récit est féministe alors qu'elle passe la moitié de son bouquin à attendre un mec et l'autre moitié à se dire que ce mec est incroyable. Il l'est peut-être, hein.
c'est pas un souci, hein, mais je vois pas en quoi c'est féministe de reporter toute l'histoire tourne autour du male gaze en fait, et de ce mec, et je comprends pas qu'on puisse se dire ah c'est un truc incroyable. Non, c'est pas incroyable, la nana. Bref. Je vais pas vous faire une diatribe non plus trop longue parce que je voudrais pas que la vidéo fasse 2h30, mais je comprends pas. Et j'ai du coup pas du tout aimé non plus la suite Bivouac et... Non, Sauvagine et ensuite Bivouac. Je crois que Sauvagine c'est le moins pire. Mais Bivouac, oh là... Bref, c'est vraiment pas une autrice qui m'a plu. J'ai absolument pas envie de découvrir ses autres livres et du coup ça a été une de mes grosses déceptions de l'année. D'autant que je m'attendais vraiment à quelque chose d'aussi bien que Le Mur Invisible par exemple, que j'ai trouvé beaucoup beaucoup plus pertinent dans son message, même si du coup on est dans un autre contexte, mais je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent dans son message que en Cabané. Je vais commencer avec La Mauvaise Habitude d'Alana S. Portero. C'est un roman d'autofiction ou une autobiographie, j'arrive jamais à savoir la distinction, et comme l'autofiction c'est la grosse mode en ce moment, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. C'est une autofiction d'une femme trans espagnole qui a vécu en fait dans les quartiers pauvres de Madrid, et en fait elle va parler de son enfance en tant que femme trans, de fille trans du coup, de son adolescence, du contexte un peu économique, social, du contexte du quartier, des gens qui composent ce quartier. C'était une lecture que j'ai trouvée touchante, qui m'a vraiment marquée, dans le sens où c'était très bien écrit, ça tombe jamais dans le pathos, et en fait on a besoin de ce genre de récit raconté par les personnes concernées, parce que c'est là en fait qu'on peut voir tout l'éventail de ce qui peut se passer. C'est pas un cliché, on n'est pas dans les stéréotypies qui sont toujours utilisées quand on n'est pas concerné en fait, parce que c'est des choses... On a beau être empathique, il y a des choses qu'on ne vit pas et donc on ne peut pas forcément expliquer aussi bien que les personnes qui le vivent. Et vraiment, La Mauvaise Habitude, moi ça m'a touchée. C'était vraiment humain dans tous les sens du terme. Ça a renforcé l'idée que on a besoin de faire communauté, on a besoin d'avoir un tissu solidaire autour de soi, et on a besoin d'accepter les gens tels qu'ils sont en fait, et comme ils se présentent. Et ouais, c'était une très chouette lecture, donc ça je la conseille. Pour rester dans le thème LGBTQIA+, Hijab Butch Blues de Lamia H, que j'ai beaucoup aimé. Là pour le coup c'est une autobiographie, c'est un mémoire, des mémoires pardon, et en fait c'est le récit d'une jeune femme musulmane qui porte le hijab et qui du coup est lesbienne, et en fait elle raconte son rapport à la religion, elle raconte son rapport à l'homosexualité, comment elle se cherche, la communauté qu'elle s'est faite, la famille qu'elle s'est trouvée, la vraie famille qu'elle s'est trouvée, et son rapport avec sa famille, sa culture, enfin bref, c'était vraiment super intéressant. Je sais qu'il a été très mal noté par certaines personnes sur Goodreads, notamment parce qu'il y a toute une partie de la communauté qui considère qu'il est blasphématoire. C'est pas mon rôle de juger ça, donc moi je sais juste qu'il a été très intéressant pour moi de voir le récit d'une femme hijabi qui du coup lesbienne et qui doit un peu jouer avec tout ça. J'ai trouvé que c'était une lecture pertinente, elle m'a plu, donc je vous la recommande. Par contre, elle n'a pas été traduite en français, donc le niveau n'est pas dur en anglais, mais elle n'a pas été traduite, donc ça peut être un frein pour vous. Je sais pas si ce sera traduit un jour, honnêtement. C'est très niche quand même, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Toujours dans le même thème, on va avoir dans La Maison rêvée de Carmen Maria Machado, qui est une novelliste. Moi je l'avais connue avec Son corps et autres célébrations. Et en fait là, elle va raconter l'histoire une de ses histoires d'amour lesbienne, abusive. Et du coup, c'est toujours poignant de lire des témoignages comme ça de relations abusives, parce que ça peut parler ou ne pas parler, et dans ce cas, tant mieux pour vous. Mais moi, ça m'a parlé sur certains aspects et j'ai trouvé ça... Voilà, on sent qu'elle a essayé de s'en sortir. Il y a un côté aussi où l'autrice essaie d'être objective, dans le sens où elle va récupérer des faits, des statistiques,
pour montrer que c'est pas que son expérience, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. J'ai trouvé ça très intéressant de mêler ça. Et elle a une manière de raconter, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué en fait. C'est pas tant l'histoire qui est presque banale dans le sens où les violences conjugales c'est pas du tout une exception, que ce soit dans les relations hétéro ou homosexuelles. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon qu'elle a de raconter les choses. C'est vraiment, elle conte en fait. C'est une conteuse. Elle a une plume qui est incroyable. Et en fait, je pense que ça m'a plus marqué que dans ses nouvelles, parce qu'il y avait une dimension qui était encore plus forte dans cet essai, enfin cette autobiographie. C'était vraiment très intéressant, très chouette. Ça m'a beaucoup plu. C'est une lecture qui m'a marquée. Et que j'ai trouvé vachement importante. Donc voilà, pareil, je la conseille à 100%. Comment vous parler de cette année 2025 si je ne vous parle pas de La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur, j'y pense encore. Là je suis en train de me demander si je vais pas m'acheter, parce que j'ai acheté une très très jolie édition anglaise, enfin moi je la trouve très jolie, et en fait je suis en train de me demander si je vais pas essayer de faire le doublon et de l'acheter en version française aussi, pardon. Mais du coup, enfin bref, c'était vraiment pour moi la meilleure des trois Brontë. J'ai trouvé ça insolent, j'ai trouvé ça féministe, j'ai trouvé ça très très chouette. Alors il y a un côté un petit peu, ça reste la plume du 19e siècle, hein, donc c'est pas contemporain dans sa manière de raconter, mais c'est contemporain dans ses thèmes. J'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, vraiment, et on sent que l'autrice a écrit avec ses tripes, et je suis encore très en colère contre Charlotte Brontë, parce que ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, du coup, donc l'autrice a sorti La locataire de Wildfell Hall sous un pseudo ou anonyme, je sais plus, mais en tout cas on savait pas que c'était elle, et ça a fait un scandale, mais un scandale, genre ça a été vraiment très 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 scandaleux dans les cercles britanniques, parce que c'était considéré comme du jamais vu, une femme qui claque la porte au nez de son mari alors qu'elle a un devoir conjugal, c'était scandaleux. Et du coup, en fait, elle a, à un moment donné, je crois que son nom est ressorti, et quand Anne Brontë est décédée, sa sœur a décidé de ne pas faire, parce que du coup, ça c'est comme... Le livre a eu un succès phénoménal, parce que ça a été scandaleux, mais du coup, voilà, il y avait plus de stock. Et en fait, à la mort de sa sœur, du coup, Charlotte Brontë a décidé de ne pas réimprimer ce texte, parce qu'elle n'avait pas envie de subir les dommages collatéraux de ce scandale, et du coup elle n'a pas été très courageuse à ce niveau-là, et donc en fait le texte a été longtemps mis de côté, et il est réapparu plus tard quand elle était plus aux commandes, et ça, parce qu'on entend du coup énormément parler de Jane Eyre, alors que vraiment La locataire de Wildfell Hall, pour moi il est au-dessus quoi. Mais du coup voilà, donc j'ai une passion irraisonnée pour Anne Brontë, et je pense que je vais lire Agnès Gray, son autre roman, et ouais, c'est ma Brontë préférée. Ensuite, je peux vous parler aussi des Black Blocs de Francis Dupuy-Derry. C'est un essai sur les Black Blocs. J'ai trouvé ça incroyablement sourcé. C'est très bien raconté. J'ai beaucoup aimé. Je suis tombée vraiment admirative de la plume de l'auteur, qui est en plus très c'est comment dire, c'est accessible, c'est compréhensible, il part pas dans des délires ou quoi, j'ai beaucoup aimé, et du coup je sais que j'ai d'autres titres de lui que je vais lire cette année, et des collections auxquelles il a participé, donc voilà, ça me rend très enthousiaste, et je vous conseille la lecture. Dans mes coups de cœur de fin d'année, il y a Chienne de garde de Dalia de la Sarda. C'est un livre, alors c'est marrant hein, parce que pendant ma vidéo je vous avais dit ce sera pas un 5 étoiles, ce sera un 4 étoiles, et en fait j'y pense encore. C'est le genre de livre qui marque. J'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est un livre qu'il est intéressant de découvrir. Pour le coup, c'est très féministe. Si les premières nouvelles vous donnent un peu de mal, vraiment accrochez-vous, parce que les autres valent énormément le coup. Donc voilà, c'est un de mes conseils de la fin d'année, et c'est un conseil que je veux continuer de vous donner. Je vais faire une petite aparté manga aussi, parce que j'en ai lu quelques-uns qui sont vraiment chouettes. Alors j'ai repris la série Nana. Je vais y aller petit à petit, parce que mine de rien un tome c'est 7 €, donc ça commence, et il y en a une vingtaine,
Voilà. Et du coup je vais y aller petit à petit, mais ça m'a vraiment beaucoup plu de replonger là-dedans. Moi j'avais découvert ça quand j'étais ado et je pense que tout ne me marquait pas de la même façon que ça me marque aujourd'hui. Donc c'est un plaisir immense de replonger dans Nana et de prendre mon temps, de découvrir tome par tome. J'aurais pu choisir la solution de facilité et reprendre là comment l'animé, mais en fait j'ai décidé de les lire et je pense que c'était une bonne idée. Donc je picore. J'ai lu aussi une série qui est terminée en 4 tomes qui s'appelle Boys Run the Riot, qui est en fait l'histoire d'un jeune homme trans qui doit se battre avec les carcans de la société japonaise et il est passionné de mode et en fait c'est cette passion de la mode qui va le faire se rapprocher d'un mec de sa classe. Ils vont devenir très amis et voilà, ça explique un peu leur histoire en 4 tomes. J'ai trouvé le dernier tome peut-être un peu précipité, mais il y avait des choses super intéressantes et c'est... Alors je dirais pas que c'est assez rare parce que je pense que c'est surtout que c'est pas connu du grand public, mais c'est chouette aussi de voir ce genre de sujet abordé en manga et du coup voilà, donc c'était plutôt... Moi j'ai bien aimé, donc je vous le conseille si c'est le genre de choses qui vous intéresse. Et toujours dans les mangas LGBTQIA+, bravo les lesbiennes, avec She Wasn't a Guy. Donc j'ai lu le tome 3 cette année. Je sais plus si j'avais lu le tome 1 et 2 l'année dernière ou si c'était cette année aussi. Mais bref, c'est une série qui est toute mignonne. J'ai parfois un peu de mal parce que je trouve que c'est très décousu dans la manière de raconter. J'ai l'impression que les chapitres vont pas forcément toujours ensemble, donc ça commence à me... Je trouve ça un peu étrange. Je sais pas si c'est moi qui suis vieille, qui suis plus habituée aux animés, au manga papier, ou si c'est autre chose. Mais là, il y a... Enfin, je trouve qu'on a beaucoup moins de fluidité dans l'histoire que je peux avoir, par exemple, dans l'histoire de Nana, où là, vraiment, il y a une continuité, alors que She Wasn't a Guy, il y avait des moments où c'était un petit peu chaotique. J'arrive pas à savoir d'où ça vient, donc j'espère que ça se réglera pour la suite, parce que c'est quand même... Enfin, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Je trouve ça... ça parle énormément à l'adolescente en moi, avec cette esthétique un peu rock, un peu... voilà, cette envie de se débarrasser de certains carcans et de mener sa vie comme on l'entend. Donc voilà, ça a beaucoup de potentiel, mais j'espère qu'on va peut-être retrouver plus de linéarité et plus de cohérence. Ce serait pas mal. Mon dernier coup de cœur de l'année, je vous en ai pas parlé en vidéo parce que je l'ai fait dans les quelques jours avant Noël et le Nouvel An. Et en fait, mais vraiment, littéralement, mes dernières lectures de cette année, ça a été plutôt de la romantasy et de la fantasy young adulte. Il n'y avait rien qui sortait du lot, donc je vais pas forcément vous en parler. Mais cette lecture-là m'a beaucoup marquée et je me vois pas faire juste une vidéo pour un titre. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. C'est S'aimer dans la grande ville de Park Sang-young et ça a été traduit par Pierre Biziou et Chae Kyung-lan. Si je dis pas de bêtises, je suis désolée, je le prononce comme une bouchère, mais je peux pas faire mieux. Le travail de traduction a été assez incroyable parce que en général, je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, la littérature japonaise et la littérature coréenne, pour moi il y a un espèce de décalage quand je lis, parce que la plume est à la fois très poétique, très simple, mais pas simpliste, mais en même temps je suis à la fois très touchée et à la fois très mise de côté, et je pense que c'est souvent à cause de la traduction, ou alors parce que peut-être nos langues ne se construisent pas de la même manière et du coup il y a peut-être ça aussi qui joue. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment incroyablement bien traduit. J'ai adoré. C'est du coup l'histoire d'un jeune homme gay à Séoul qui nous explique un peu sa vie en fait de jeune coréen, ses amitiés, ses amours, les galères aussi qui s'en suivent. Et c'était vraiment... Il y a beaucoup d'humour, c'est un humour un peu sarcastique, c'est pas un humour potage qui vous fait rigoler, non, c'est une manière de tourner sa phrase, une manière de raconter une anecdote, une manière de raconter les choses qui font que moi ça m'a plu, ça m'a vraiment énormément plu. Je l'ai même mis de côté parce qu'à un moment donné, je savais que ça allait énormément me plaire et je voulais avoir la disponibilité mentale de le faire, enfin de le lire dans les bonnes conditions, donc je l'ai mis de côté pendant quelques jours pour pouvoir mieux le reprendre, mais je l'ai dévoré, enfin c'est...
et dire que je suis tombée dessus en librairie, j'ai vu la couverture, j'ai fait c'est trop joli, ça me donne trop envie. J'ai lu le résumé, je me suis dit ok, ça a l'air chouette, parce que je lis des résumés maintenant, attention. Et en fait, bah ouais, meilleure découverte. Trop contente, vraiment trop contente d'être tombée sur ce titre. Je pense que je vais suivre le travail de l'auteur d'un peu plus près. Et ouais, non, c'était vraiment chouette. Je peux pas terminer cette partie des livres qui m'ont marqué en bien sans vous parler du Chevalier de la Phalène, The Knight and the Moth, de Rachel Gillig, je sais jamais. Et en fait, je vous en ai déjà beaucoup parlé, peut-être pas énormément, mais je vous en ai parlé en tout cas, et c'est une romantaisie. Donc si vous aimez pas ça, passez, parce que c'est vraiment une romantaisie dans la pure expression. Moi j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les dynamiques, j'ai adoré l'humour qui se cache aussi dans les lignes. J'ai bien aimé le fait que ce soit très sombre, très gothique, et pourtant dans un monde qui apparaît comme dans un mouchoir de poche en fait, mais ça m'a pas dérangé. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que je me suis rendu compte tardivement que c'était le premier tome d'une duologie, et sur le coup j'étais non. Et je sais que le tome 2 sort pas avant l'année prochaine, enfin cette année maintenant, on est en 2026. Du coup ça a été un peu la grosse déception, mais sinon c'est pour moi une des romantaisies qui sort du lot. On est sur une relation que je trouve pas toxique, ou alors si elle est toxique, bah alors c'est du toxique qui me parle. Et j'ai bien aimé le fait qu'on ait aussi une héroïne qui soit musclée, qui soit pas une jeune demoiselle en détresse que le héros doit absolument sauver. J'ai bien aimé, c'était pas ultra surprenant en termes d'intrigue, mais j'ai trouvé que tout le reste fonctionnait vraiment énormément. Et un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que j'ai une copine qui adore aussi la romantaisie, mais qui a arrêté d'en lire parce que c'est trop nul. 90% du temps, vous tombez sur des relations hétéro pourries, quoi. Et du coup, elle l'avait arrêté un peu d'en lire, et quand elle a entendu mon enthousiasme sur ce titre, elle l'a lu, et ça a été une de ses meilleures lectures aussi, ou en tout cas une très bonne lecture de son année. Et ça l'a un peu réconciliée avec le genre, donc ça c'est une petite fierté, une petite victoire, donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur mes lectures positives, et du coup il va être temps de passer au blabla, comme si j'avais pas suffisamment parlé, il va être temps de passer au blabla. Début 2025, je décide de faire ce qu'on appelle un no-buy, donc je n'achète pas, et mon no-buy n'avait pas de durée j'avais pas de date limite. L'idée c'était de ne plus rien acheter, de ne plus acheter de livres tant que je n'avais pas fini ma pile à lire. Il y avait une 40aine de titres, je crois, à l'époque, et je savais que c'était tout à fait faisable, vu mon rythme, mes moyennes de lecture, je savais que c'était tout à fait faisable en quelques mois. Donc je me suis dit, c'est très bien, une fois que tu as fini ta pile à lire, tu vas passer à autre chose. Le problème, c'est que mon cerveau déteste qu'on lui ordonne des trucs. J'ai un esprit de contradiction vraiment très énervé. Et en fait, à partir du moment où je me suis empêchée d'acheter des livres, les livres que j'avais dans ma pile à lire ont perdu tout leur intérêt. Et du coup, j'ai lu beaucoup, mais pas forcément ceux qui étaient dans ma pile à lire. C'est pas très logique, hein, je sais très bien. J'en ai lu quand même quelques-uns. Vous avez d'ailleurs une vidéo là-dessus où je faisais tourner ma roue pour essayer de me faire vider un petit peu cette pile. Et en fait, voilà. Donc j'ai tenu 6 mois sans achat. Bravo moi. Mais ça n'a pas été ultra concluant sur ma pile à lire, qui est quand même pas mal descendue. Je crois qu'il me restait plus que 25 titres, un truc comme ça. Et en fait, cet été, ça a explosé. Je me suis remise à acheter des livres. Donc ça m'a un peu pété au visage. Je pense que la frustration était trop grande. Et comme je vous le disais, j'ai un esprit de contradiction. Donc en fait, à partir du moment où vous me dites « faut pas toucher ça, je vais vouloir le toucher » ou « fais ça, je vais pas le faire ». C'est vraiment... Alors que je sais que ça pourrait me plaire, je sais que c'est nécessaire, ce genre de choses, mais si vous me dites de faire un truc, j'ai pas envie de le faire. Et bon, je suis un peu une sale gosse. Et du coup, là, c'était un peu le cas aussi. C'était si tu veux t'acheter de nouveaux livres, faut que tu lises tous tes livres. Et en fait, j'ai plus envie de lire mes livres. Je sais pas encore comment me piéger pour me forcer à faire les choses qui doivent être faites. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me changerait la vie. Mais du coup, voilà. Donc ouais, le retour de bâton qui a fait très mal.
une consommation excessive financière. Enfin, moi qui voulais faire des économies, voilà, ça a été radical. Je vais pas vous donner le montant parce que j'ai un peu honte. Et c'est surtout que j'ai beaucoup moins lu ces 3 derniers mois parce que je suis tombée dans une frénésie de fanfiction. On en reparle juste après. Et en fait, du coup, ma pile à lire a augmenté par rapport au début de l'année 2025. Et donc, je suis là à 45 titres, je crois, fin 2025. Et dont des titres qui sont là depuis 2, 3, 4 ans. Et ça commence à me saouler. Mais c'est des titres en fait, c'est des titres dont je veux pas me débarrasser, mais c'est des titres que j'ai pas envie de lire. Donc c'est très compliqué pour moi de me dire peut-être que ça vaudrait le coup que je les dégage. Et tant pis, mais non, je peux pas. On en parlera plus tard. Du coup, donc ça, c'était un premier constat de... alors, faire un no-buy, c'est bien, mais si c'est trop restrictif, je pense que ça finit par me péter au visage. C'est un constat aussi de mon esprit de contradiction qui me permet pas d'atteindre mes objectifs, a priori. Donc ça, il faut que je trouve une manière de contourner. Et du coup, voilà, donc ça, c'était les deux premiers points. Et je pense en fait que ces points sont liés aussi à ce qu'on appelle la peur de manquer les choses, donc le FOMO, qui est un phénomène qui est vachement décuplé par les réseaux sociaux. Moi je l'ai vécu beaucoup le FOMO dans ma jeunesse, ma prime jeunesse, parce qu'en fait j'étais dans des groupes de potes qui n'étaient pas forcément... Avec du recul, je pense pas que ce soit vraiment des groupes de potes très sains. Et du coup, en fait, c'était des gens avec qui, si vous loupiez une soirée, la soirée d'après, ils faisaient que des références à la soirée que vous avez loupée. Et du coup, c'est plein de petites private jokes, donc des blagues que seuls comprennent, des références que seuls comprennent. C'était un petit peu en plus un mode de si t'étais pas là, tu peux pas savoir. Et, ou alors, fallait être là pour le vivre. Et du coup, en fait, vous vous retrouvez avec cette obligation de participer à tous les événements pour justement par peur de manquer quelque chose et que vous soyez un peu exclu du game par la suite. Et en fait, ça c'est décuplé par les réseaux sociaux. Quand vous avez des dizaines, voire des centaines de personnes qui vous parlent d'un livre, ou de même plusieurs dizaines de livres, vous voyez ça partout, vous vous dites en fait j'ai raté ma vie si je l'ai pas lu, donc il faudrait que je le lise. Et du coup, vous vous retrouvez parfois à acheter des titres qui sont peut-être des titres qui vous plairont, mais qui sont pas des titres que vous avez forcément le temps ou l'envie de lire sur le moment présent, et vous les achetez pour plus tard, ou pour les avoir en fait. Juste pour les avoir, pour vous dire, j'ai le livre, maintenant, si je veux le lire, je peux le lire, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'un peu... c'est pas très sain, c'est en plus assez ridicule parce qu'en fait quand on voit le nombre de livres qui sortent par année, le nombre de livres qui existent, vous allez pas rater votre vie si vous lisez pas le dernier, je sais même pas quoi vous dire, Sarah J. Maas, vous êtes légitime en tant que lecteur et en tant que lectrice même si vous lisez pas les grands titres qui passent sur les réseaux sociaux en fait. Et le problème des algorithmes, c'est que ils fonctionnent un peu à la visibilité. Donc plus il y a de likes, plus il y a de personnes qui en parlent, plus vous allez avoir ce genre de contenu qui est mis en avant. Et c'est pour ça en fait que vous avez l'impression que c'est partout. Alors qu'il y a énormément de gens qui le lisent pas forcément. Enfin, il y a énormément de gens qui le lisent, qui le trouvent nul, qui en parlent pas. Il y a énormément de gens qui le lisent pas du tout et qui lisent d'autres trucs qui ont l'air vraiment géniaux. Donc voilà, faut s'en détacher un petit peu, mais c'est pas évident parce que ils sont faits pour ça en fait. Et du coup, ça, c'est un moyen que j'ai trouvé qui est assez contre-intuitif, mais en fait, je suis retournée en librairie pour contrer ça. Et je me suis rendu compte, là, ces derniers mois notamment, que quand je vais en librairie, j'ai plus soif de découvrir des titres que de chercher les titres que je connais. Et du coup, il y a aussi un frein dans le sens où les livres neufs sont quand même pas donnés, même si on cherche les formats poche. Et du coup... il y a une manière où il faut réfléchir un peu. Si tu veux repartir de la librairie avec quelques livres, il faut faire des choix. Et du coup, ça passe par est-ce que je vais lire ce livre ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que ça peut attendre ? Et du coup, j'ai trouvé que c'était une manière de me calmer en fait. Et c'est étonnant parce que je finis toujours quand même par acheter des livres, mais du coup, je vais en acheter 2-3 qui sont conscients. Et en plus, statistiquement, c'est des livres que je vais lire plus rapidement parce qu'ils me donnent envie sur le moment.
C'est parfois un peu pervers parce qu'en fait je rentre, j'ai envie de les lire mais je me dis maintenant j'ai des livres plus vieux donc faut que je les lise avant. Enfin bref, je me fais des obligations pour rien du tout et des freins pour rien du tout, donc ça c'est it's a me problem. Et en fait je me suis rendu compte voilà, que si je prends plus le temps de choisir consciemment ce que j'ai envie de lire, et ben ça marche mieux. Incroyable hein. Ma consommation n'a pas été boulimique uniquement dans l'achat, elle a été aussi en termes de contenu, et notamment avec les fanfictions, dans lesquelles je suis tombée à partir de septembre de cette année. Et en fait, ouais, ça a été un tunnel. Ça a été un gros tunnel. Il faut savoir qu'au pire de ma phase, j'en ai lu énormément. Voilà, ça a été... Bref. Au pire de ma phase de fanfiction, je lisais 15 à 16 heures par jour. C'est énorme, c'est vraiment, j'avais plus de vie, je grignotais, si le repas me mettait plus de 5 minutes à faire et s'il fallait mes 2 mains, je le faisais pas, parce que j'emmenais ma liseuse partout avec moi. Si j'avais pu lire sous la douche, je pense que je l'aurais fait. Je promenais ma chienne, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir chez moi pour lire. J'ai passé des journées, mais vraiment... Et du coup, je lisais des fanfictions qui n'étaient pas des petits morceaux, hein, c'était des machins qui font l'équivalent de 2 ou 3 tomes de livres, on va dire, traditionnels. Et en fait, je les enchaînais à un point où je finissais le dernier mot, il n'y avait pas de respiration, j'enchaînais sur la suivante. Et la seule manière que j'ai trouvée pour calmer un peu cette frénésie et essayer de sortir un peu de ce tunnel, ça a été de vraiment faire une pause consciente après ma lecture. Je m'arrête, je prends un carnet, je note le titre, l'autrice. Je dis autrice parce que... Oh no! Et du coup, je prends un carnet et je note le titre, l'autrice. Je dis autrice parce que la plupart du temps, c'est des autrices. Et vraiment, quelques lignes sur c'est quoi l'histoire, est-ce que ça m'a plu ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que ça m'a pas plu ? Si oui, pourquoi ? Enfin, vraiment essayer de remettre un petit peu de lecture consciente. Et en fait, ça a pas marché tout de suite. Parce que j'avais à peine écrit mes 3 lignes que je reprenais ma lecture. Mais ça m'a permis quand même d'avoir suffisamment de prise de recul entre chaque pour aussi parfois avoir la volonté de me dire ok, attends, tu vas faire d'autres choses là, tu vas aller te balader, tu vas aller te doucher, tu vas faire à manger, enfin tu vas faire des trucs genre de survie basique et ensuite tu pourras y retourner. Et en fait c'est petit à petit que j'ai réussi à me détacher de ça. En décembre par exemple, je suis retombée un petit peu dans les fanfictions, mais ça a pas duré si longtemps et j'arrivais à être beaucoup plus raisonnable dans le sens où je vais pas lire 16 heures par jour, je vais lire plusieurs heures par jour parce que je suis au chômage, donc voilà, j'en profite. Mais j'arrive à faire une pause, j'arrive à déposer le livre pour aller me faire à manger, j'arrive à déposer le livre pour aller à un rendez-vous, enfin voilà, je suis fonctionnelle en fait. Et du coup, je préfère être fonctionnelle, donc ça a été une manière de faire une pause, vraiment prendre du recul et de vraiment on prend le temps. Cette année, ça a aussi été l'année où j'ai entamé cette chaîne YouTube. Donc c'était un exercice qui était vraiment pas évident, je savais pas si ça allait me plaire. J'avais besoin d'avoir un format plus long pour parler de mes lectures, j'avais besoin de toucher peut-être à un public différent. Je me retrouvais plus du tout dans le type de contenu que propose Instagram. J'aime beaucoup écrire, mais en fait j'avais la flemme d'écrire mes reviews parce que ça demande une esthétique sur les photos, etc. J'avais un peu... c'était chiant, j'avais pas envie de le faire. Et je me voyais pas faire des reels parce que même si ça reste un format vidéo, c'est quelque chose qui demande quand même un montage, un rythme qui me plaisait pas forcément. Et en fait, j'avais besoin de prendre un peu plus de temps. Et du coup, avec les encouragements de certaines personnes que je remercie, elles se reconnaîtront, j'ai fini par me lancer en me disant, bon, au pire, c'est un peu do it yourself, donc ça va être avec mon vieil iPhone 8 en caméra frontale, et puis on verra ce que ça donne. Et en fait, ça m'a bien plu. Donc, je suis pas aussi régulière que je le voudrais. J'ai quand même beaucoup de réserves. Je trouve que je suis pas très novatrice dans le sens où j'ai l'impression de faire un peu toujours la même chose. J'ai pas l'impression forcément de proposer des analyses ultra poussées ou des... Enfin, je sais pas. Je me compare énormément et j'ai pas l'impression forcément de sortir du lot. Mais du coup... ça reste des pistes de progression pour la suite. Je trouve aussi que mon image est parfois un peu chaotique. Le son, j'ai l'impression que je me débrouille pas trop mal, mais voilà, il y a des choses ça me donne à la fois
ça me fait à la fois un peu peur et ça me donne aussi un peu envie de découvrir ces choses-là avec vous, donc peut-être que voilà, il va falloir que je m'y mette. Mais du coup, voilà, c'était une chouette expérience et j'ai envie de continuer. Je sais pas combien de temps ça durera. En moyenne, j'avoue que je m'investis dans des trucs pendant 2 ans. Et après, j'en ai marre, donc je me casse. Mais peut-être que ça durera plus, on verra. Mais du coup, voilà, pour l'instant, j'aime bien l'idée. J'aime bien le principe, ça me plaît. Je trouve ça chouette de monter, je trouve ça... Ouais, voilà. Donc j'ai envie de pouvoir continuer à proposer des choses, donc... Voilà, vous savez que dans les objectifs 2026, il y aura encore la chaîne YouTube en tout cas. Mais du coup, c'est vrai que pour mieux connaître, on va dire, le contexte et l'environnement dans lequel je me mets à évoluer, j'ai beaucoup suivi de booktubeuse cette année, beaucoup. J'ai un peu élargi mes horizons, tant du côté francophone qu'anglophone. Je teste des trucs, je vois si ça me correspond, si ça me correspond pas, si on a les mêmes goûts ou pas, mais à quel point c'est différent aussi. Je regarde quelques grosses chaînes parce que bon, c'est toujours un peu sympa de savoir ce qu'on peut faire avec un peu plus de budget, n'est-ce pas? Et puis ça me permet aussi d'élargir mes horizons et puis de découvrir des personnes que je connaissais pas avant et qui du coup rentrent un petit peu dans mon rituel, on va dire, quotidien. Et il y a eu un petit moment, j'avoue, j'ai commencé à avoir des doutes parce que le problème, c'est pas un problème. En fait, ce que je vais vous dire, si vous me le disiez, j'essaierais de vous rassurer. Et je sais que c'est pas rationnel, mais bon, c'est pas grave. En fait, il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression d'être qu'une suiveuse. Dans le sens où les livres que j'ai lus, vous les avez déjà tous lus. Toutes les grandes chaînes en ont parlé. J'ai eu cette sensation de pas faire assez. Et en fait, je pense qu'il faut que je me débarrasse de cette sensation-là parce que à la base, je me suis inscrite sur YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos pour le plaisir et je veux que ça reste un plaisir. Ça ne deviendra pas mon métier, ça ne deviendra pas... voilà, je veux limiter au maximum les investissements entre guillemets que je veux faire. Je veux rester dans ce côté un peu, alors peut-être pas forcément confidentiel parce qu'on aime toujours savoir que on parle à plus de gens. D'ailleurs, vous êtes 200 abonnés et vous vous rendez même pas compte d'à quel point ça me touche. Enfin, je m'attendais absolument pas à ce que vous soyez autant, surtout sur une première année. Alors je sais que ça fait pas le figure par rapport à 20 000 abonnés ou ce genre de choses, mais pour moi je me dis, c'est une copine qui m'a dit ça et je trouve qu'elle a raison. Si on vous réunissait tous et toutes, on remplirait une salle des fêtes, quoi. Une grosse salle des fêtes même. Et du coup, je me verrais même pas prendre la parole face à vous toutes et vous tous, donc... merci d'être là, merci de me suivre. Et vraiment, j'apprécie chaque abonnement, j'apprécie chaque commentaire, chaque vue, chaque like. Enfin, vraiment, merci d'être là et de me suivre, même si vous le faites en sous-marin, c'est complètement ok. Et je me dis, en fait, c'est que ça parle quand même à ces personnes, ça parle quand même à pas mal de monde. Et ça parle peut-être pas à d'autres et c'est ok. Moi, il y a plein de vidéos où je finis pas parce que... en fait ça marche pas. Donc je vais essayer d'arrêter de me comparer, je vais essayer d'arrêter de me dire moi j'ai rien découvert avant tout le monde, c'est trop nul. Non, c'est pas le but c'est de pouvoir échanger sur nos lectures, le but c'est de pouvoir proposer des analyses différentes parce qu'on est tous et toutes différents, donc on a tous une manière de voir les choses différentes et du coup voilà, c'est beaucoup trop long, je sais pas où je vais avec ce que je dis, mais je sais que c'est un peu ridicule de se faire ce genre de réflexion. Après, encore une fois, c'est pas rationnel. Et je m'étais dit, ça fait partie du bilan, donc autant vous en parler. Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, mais bon, on va se dire que cette vidéo va être très longue, tant pis. Je commence, donc là on est le 2 janvier, je filme, on est le 2 janvier, je commence ce qu'on appelle une diète, une détox des réseaux sociaux. Donc j'ai décidé d'arrêter Instagram, Goodreads et The Storygraph pendant au moins 1 mois, à voir si je renouvelle. Pourquoi Goodreads et The Storygraph, me direz-vous ? Parce que je me connais, si j'ai pas un réseau social, je vais me concentrée sur un autre réseau social. Et du coup, j'ai décidé de faire une pause aussi de Goodreads et The Storygraph parce que j'ai envie de mettre en place ce qu'on appelle un journal de médias. Donc j'ai commandé un petit carnet à Noël que j'ai reçu. Voilà. Et du coup, en fait, donc pour l'instant, il est très vide. Très vide.
Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est vide, donc ça sert à rien. Et en fait, mon idée, c'est de pouvoir noter chaque lecture que je fais avec vraiment un avis circonstancié, mais aussi chaque film, chaque série, chaque documentaire que je peux regarder. Vraiment, alors je fais pas beaucoup d'expositions, mais si j'en fais, je voudrais les rajouter là-dessus. Si je vais au musée, je voudrais le rajouter là-dessus aussi. Vraiment des choses culturelles, parce que j'ai envie de continuer un peu cette dynamique que j'ai fait avec la fameuse astuce de comment écrire à chaque fin de fanfiction. Je voudrais en fait la poursuivre sur mes autres médias culturels pour pouvoir consommer peut-être plus intentionnellement, me donner peut-être un peu plus le temps aussi de positionner ma pensée, avoir une vision peut-être un peu plus, pas forcément plus analytique, mais peut-être envisager des choses différentes dans mes retours de lecture ou dans ma consommation de contenu culturel. Et du coup, voilà, donc je vais faire ça, je vais mettre ça en place, j'ai hâte. Et du coup, peut-être que je vais poursuivre cette diète de Goodreads et The Storygraph toute l'année, parce que je voudrais aussi me détacher un peu de cette idée de traquer mes lectures, de traquer le nombre, l'objectif. Le seul truc qui va me manquer, je pense, c'est l'aspect un peu communauté, alors qui est un peu plus facile sur Goodreads que sur ce Storygraph. Mais j'aime bien de temps en temps aller sur Goodreads et voir ce que les gens ont lu, ce que les gens ont aimé, les commentaires qu'il peut y avoir, etc. Donc ouais, ça je pense que ça va me manquer un peu. C'est pour ça que je veux pas me faire un truc comme j'ai fait l'année dernière en mode toute l'année tu ne seras pas sur Goodreads. Non, je vais commencer par un mois parce que j'ai vraiment besoin de cette détox, de cette coupure vraiment nette et précise pour pouvoir engager d'autres choses en fait, d'autres circuits. Et du coup, on verra ensuite. En fait, je vais voir au mois, enfin je veux dire, si je sens que je suis ok et que j'ai envie de retourner sur les réseaux, je retournerai. Si je sens que c'est toujours un peu fragile, je poursuivrai et du coup, on va faire comme ça. Donc ça, c'est ma première chose. Ensuite, deuxième chose, je veux aller en bibliothèque. J'ai ma carte de bibliothèque, mais j'y vais pas. Alors que j'en ai une vraiment à 2 rues de chez moi. Je suis... Et la plus grosse bibliothèque de Rennes est à 20 minutes à pied, donc c'est pas... Je pourrais y aller quand je veux. Je vais surtout me servir des bibliothèques pour les graphiques. Les BD, les romans graphiques, peut-être pas les mangas, quoique je sais qu'il y a des sélections de mangas aussi, mais c'est vraiment des médiums que j'aime beaucoup, mais que j'achète très peu parce que 30 € la BD que je lis en 1 heure, bon, on a fait mieux en termes de ratio, et du coup ça j'ai un peu de mal, et donc je voudrais profiter des bibliothèques pour enrichir un petit peu ma culture, on va dire, BD. Donc ça. Et aussi parce que je pense que ce sera un très bon outil pour découvrir des petites pépites cachées. Pour découvrir aussi des livres qui sont connus et qui... parce que les bibliothèques sont modernes, elles font régulièrement des commandes, donc il y a un stock qui se renouvelle assez régulièrement, c'est pas juste des vieux trucs un peu oubliés. Et prendre peut-être aussi plus ce temps de découvrir, de flâner, de prendre des livres que j'ai envie de lire sur le moment, et je me demande si ça va pas aussi calmer un peu cette frénésie d'achat, parce que il y a peut-être aussi cet aspect à avoir le livre en physique, enfin bref, je verrai. Mais du coup, l'objectif c'est bibliothèque. Prochain objectif, je veux en finir avec le concept de pile à lire. On a un problème. Donc là, ça c'est toute ma pile à lire, et maintenant ça a débordé. Maintenant j'ai une pile comme ça. Ça suffit. Je vous en ai, je pense, déjà parlé. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais le refaire. Je voudrais renouer en fait avec ce côté, cette manière que j'avais de faire adolescente, qui était d'aller en librairie. Alors j'y passais mes après-midi, mais j'allais en librairie, je choisissais 1, 2, 3 titres en fonction de mes finances, et je les lisais tout de suite. Parce que c'était des titres qui me faisaient envie sur le moment, et du coup, en fait, je les lisais tout de suite. Souvent, je les prêtais à ma pote. Parfois, on s'organisait aussi parce qu'il y avait des titres qui nous intéressaient, donc l'une l'achetait, l'autre achetait le deuxième, et comme ça, bon bref, on essayait de se répartir un peu les choses. Et en fait, on était en flux tendu, on avait quasiment pas de pile à lire. La pile à lire était peut-être de 3 livres, et encore. Et on retournait en librairie quand on n'avait plus de livres à lire.
Et en fait, j'ai envie de retrouver cette idée un peu de flux tendu. J'en ai marre d'avoir une pile à lire qui traîne, qui est une charge mentale énorme, parce que je vois à chaque fois... En fait, à chaque fois que j'achète un nouveau livre, je me dis « Ouais, mais t'en as tellement à lire !» Ça m'énerve. Je voudrais m'en débarrasser, je voudrais vraiment finir avec ce concept, parce que j'ai envie de... Alors, je continuerai à noter mes envies de lecture, des titres que je vois passer, des recommandations, etc. Mais je voudrais acheter que les livres qui me font envie sur le moment, les lire et ensuite passer à autre chose. Donc voilà, je veux en finir avec ce concept de pile à lire. J'ai vraiment beaucoup hésité à l'idée de refaire un no-buy cette année. Parce que, alors financièrement ce serait l'idéal, parce que j'ai vraiment envie de faire des économies cette année et je voudrais avoir voilà, un fonds d'urgence. Je vais pas vous refaire un truc, je vous jure que je vais pas devenir une chaîne de finances. C'est absolument pas mon truc, mais je voudrais quand même avoir un fonds d'urgence, être un peu plus confortable, et j'ai quelques projets qui vont demander aussi un peu plus de sous. Donc je vais essayer de faire très attention financièrement cette année. Et donc je me suis dit au début, un no-buy c'est la logique, puisque du coup t'achètes rien, donc potentiellement cet argent tu le mets de côté. Mais vu comment ça a un petit peu explosé en vol l'année dernière, j'ai peur que si je me mets trop de frustration, ça passe pas. Du coup, je me suis dit, est-ce que tu mets en place un système de genre, tu lis 5 livres de ta pile à lire, t'as le droit de t'acheter un livre. Je sais que ça va vite me saouler et que je vais tricher. Je me connais, hein, je vis avec ce cerveau contradictoire. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si je vais faire un no-buy ou pas. Je vais essayer d'être beaucoup plus raisonnable sur mes achats. Je vais essayer de me limiter un maximum. Et je vais essayer surtout de lire ce que j'ai déjà. Voilà, donc c'est un objectif, je sais pas encore comment ça va le faire. Je vais essayer de faire au jour le jour, d'être un peu plus en accord aussi avec mes instincts, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de retrouver cette lenteur et de retrouver cette connexion à moi-même que je peux perdre à cause des réseaux sociaux. Donc on va voir ce que ça donne. Cela dit, on ne sera pas à l'abri que je fasse quelques challenges pour me motiver. Je sais que j'avais bien aimé faire la vidéo avec la roue du hasard, donc je pense que j'en referai une. Ça permet aussi de s'obliger à lire des livres qu'on n'avait pas forcément envie de lire. Je pense que je mettrai en place aussi le principe de si tu veux pas le lire, tu le dégages. Parce qu'à un moment donné, ça sert à rien d'avoir des titres qui traînent dans sa bibliothèque pendant des années. Et si jamais, dans 2 ans, j'ai finalement envie de lire ce titre, il sera toujours possible de le trouver dans 2 ans. Donc je pense qu'il va y avoir ça aussi, le principe de si tu veux pas le lire, tu le dégages. Et peut-être aussi une vidéo sur le vide tapal par le dessous, genre vraiment lire les plus vieux titres qui ont été enregistrés dans ma pile à lire pour me débarrasser de ceux-là, parce que je pense que c'est ceux-là qui me posent le plus problème en fait. J'ose pas prendre les plus récents parce que je sais qu'il y en a des plus vieux, et donc c'est un peu un cercle vicieux, donc il y aura peut-être ça. Autre chose, l'esthétique de mes vidéos, je vais peut-être essayer des trucs, je promets rien, faudra être indulgent en tout cas, et indulgente, mais je vais peut-être essayer de faire des petits changements. J'ai envie d'avoir une image peut-être un peu plus sympa, un cadre un petit peu plus réfléchi, je sais pas encore ce que je vais faire, mais du coup voilà, il y aura peut-être des tests, ou aucun, parce que j'aurai peut-être méga la flemme. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement aussi, mais alors ça c'est toujours un peu difficile parce que il y a mon cerveau qui est un peu bloqué sur l'idée de je trouve que c'est plus intéressant de vous faire une vidéo sur les lectures de mon mois plutôt que de vous faire une vidéo sur les lectures tous les 15 jours, et en même temps pourquoi pas ne pas intercaler des lectures peut-être, enfin des vidéos à thème, ou alors du contenu un peu plus ludique, je sais pas, je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui a pas envie de se prendre la tête et qui a envie de continuer à faire ce que je fais. Et il y a une autre partie de moi qui se dit que on peut peut-être améliorer les choses, tester. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vous garantis rien, je vous garantis vraiment rien. Mais voilà, ça conclut cette énorme vidéo. En vrai, si vous êtes arrivés jusque là, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui regardent religieusement chacune de mes vidéos, vous reconnaîtrez. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Quand vous prenez le temps de laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir. Du coup, voilà, ça conclut cette vidéo un petit peu chaotique, mais bon, maintenant vous êtes habitués. Et ça démarre l'année 2026 avec, je me l'espère, de très bonnes lectures. Et j'espère qu'on continuera à faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas, moi, j'ai hâte. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut!